J'ai 8 clients, je suis sur les rotules, vraiment. Je suis très très fatiguée, je travaille 7 jours sur 7 et là c'est compliqué. Et ma première résolution 2024, c'est il faut que je me sépare de certains clients. Je veux moins de clients. Je vais partager avec des gens qui font le même métier que moi, donc on va parler le même langage. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner, mais en fait tôt ou tard ça nous rattrape. Et en fait ça fait vraiment du bien d'être soutenu et d'avoir aussi quelqu'un qui ose nous dire ouais mais là en fait c'est bien ce que tu fais mais tu vas pas dans la bonne direction et en faisant ça tout peut changer. Coucou Alice, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast. Écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es venue à te lancer en tant qu'online business manager. Ok, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation Céline. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Du coup, je m'appelle Alice, je suis OBM depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans encore. Alors à la base, moi, j'ai longtemps été salariée, donc j'ai une grande carrière entre guillemets, mais j'ai été 10 ans en fait dans le salariat, sur des fonctions RH au début, commercial après et après marketing communication. Et en fait, j'avais un petit souci parce qu'à chaque fois, je me lassais de mon quotidien. Et donc, tous les 2 ans, je démissionnais, soit parce que l'entreprise n'allait pas assez vite pour moi et donc j'arrivais pas à avoir la promotion que je voulais, que ce soit en termes d'argent ou en termes de poste. Donc, en fait, je changeais à chaque fois, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc, au début, elle était plus verte et puis finalement, elle jaunissait au fur et à mesure des mois et des années et je rechangeais. Et en fait, j'étais sans arrêt dans un cycle. Et j'ai voulu un peu arrêter ça et me dire mais en fait je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas changer d'emploi tous les 2 ans. Il me faut un challenge un petit peu plus grand. Et c'est là où j'ai commencé un peu à regarder ce qui existait comme business. Mon mari était entrepreneur et donc je m'étais dit moi peut-être que je peux aussi entreprendre. Et c'est vrai que j'avais quand même une situation confortable, j'étais responsable communication et marketing, donc c'était bien, je m'entendais bien avec l'équipe, donc c'était pas facile de le quitter. Et en fait, le déclic, ça a été que mon mari est albanais et on a décidé de vivre en Albanie. Et donc là, j'avais pas le choix. Et moi, je savais que je pouvais pas faire du télétravail dans mon entreprise, c'était pas possible. Et donc, je me suis dit, je démissionne. Donc pas de rupture conventionnelle. Je démissionne et je me lance. Et puis advienne que pourra, on verra bien. Donc j'ai démissionné. Maintenant, quand je regarde et que je raconte l'histoire, je me dis mais c'était complètement fou comme pari parce que ça aurait pu aussi très mal se passer. Heureusement pour moi, ça a été, mais c'était un pari. On a tout quitté. Donc lui, il avait vendu son entreprise donc à l'époque qu'on avait en France, et on est parti. Je me revois au volant de ma voiture traverser l'Europe parce qu'on a fait le chemin en voiture et me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, le mois prochain je n'ai plus d'argent sur mon compte qui tombe, il va falloir là trouver des clients parce que pour le coup j'avais aucun contact, je ne connaissais personne dans le business en ligne, j'avais une idée plus ou moins de ce que je voulais faire, donc au début j'étais plutôt tournée vers des postes de AV ou Office Manager, j'avais vu OBM mais c'est vrai que c'était le tout début, il y a 2 ans, c'était en 2022, donc au début, je savais pas trop, et je m'étais dit de toute façon, mon premier objectif, c'est de signer un client, et on verra après, ça se fera ensuite. J'ai quand même un peu galéré au début, j'ai mis 2 mois en fait à trouver mon premier client, et après ça s'est déroulé. De toute façon, pour la première année, je m'étais dit mon principal objectif, c'est de prendre toutes les missions que je peux. Je ne fais pas la fine bouche. Je savais que j'avais des prédispositions plutôt sur le marketing, la communication, le contenu en général, mais je voulais me fermer aucune porte. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre tout. Et donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai commencé à les enchaîner. Des missions plus ou moins grosses. Et fin 2023, donc en fait, je clôturais ma première année d'OBM. J'ai 8 clients, je suis sur les rotules, vraiment. Je suis très très fatiguée, je travaille 7 jours sur 7. Et là, c'est compliqué parce que ça s'est bien passé au début. Mais j'ai dû gérer en fait après le trop de clients. Et c'est comme ça après que j'ai connu OBM Squad, dans ce contexte-là. Au moment du ras-le-bol, du presque burn-out, j'ai trop de clients.
C'est ça, intéressant. exactement. Donc finalement, en fait, tu t'es positionnée d'abord comme assistante virtuelle. T'as vu que ça a bien marché, t'as trouvé tout de suite ton premier client et du coup derrière, la machine s'est lancée et t'en as signé, tu m'as dit presque jusqu'à 8. Et petit à petit, du coup, tu t'es dit, attends, je fais en fait des missions d'OPM finalement pour eux, donc je suis un peu plus qu'une assistante virtuelle. C'est quoi qui t'a fait, est-ce que chez tous tes clients, t'as identifié tout de suite que t'avais un rôle d'OBM? C'est quoi en fait qui t'a fait t'intéresser un petit peu plus au rôle et qui t'a fait te dire non en fait là il faut que j'officialise un petit peu ça parce qu'effectivement sinon je vais pas pouvoir continuer comme ça. En fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Comme moi, j'avais déjà managé des équipes, j'avais déjà un peu cette posture de chef d'équipe, coordinatrice, etc. Donc, moi, ça m'intéressait, cette partie stratégie et comment on va jusqu'à un objectif et comment on mène un projet. Donc, rapidement, en fait, quand j'ai signé mes premiers clients, j'ai eu une cliente tout de suite OBM. Donc là, en fait, la posture s'est fait directement. Une où j'étais 100% AV, mais c'était un très très gros entrepreneur qui avait une grosse agence marketing, un client d'ailleurs que j'ai actuellement. Et ça se passait super bien. Et donc là, j'ai énormément appris avec lui, je le remercierai jamais assez. Et j'avais un autre contrat qui était plutôt tourné marketing communication. Donc en fait, j'avais des missions un peu différentes. Et dans mon portefeuille client, je me suis toujours arrangée pour avoir des missions qui se complétaient parce que OBM, c'est une mission qui prend énormément de bande passante, qui prend énormément de charge mentale. Et donc, j'ai bien vu que pour augmenter mon chiffre d'affaires, puisque moi, mon objectif, c'était vraiment de faire grandir mon activité, j'allais devoir un peu jongler. Et donc, d'avoir des missions qui étaient soit focus sur un sujet, soit des missions où il y avait moins de volume horaire, etc. Et donc, comme ça, je pouvais tout imbriquer, parce que sinon, c'était pas gérable. Et c'est qu'après, en fait, donc, j'ai pas raconté la suite de l'histoire, mais fin 2023, c'est très compliqué. Et ma première résolution 2024, c'est il faut que je me sépare de certains clients. Je veux moins de clients. Et bon, ça avait été un peu extrême parce que j'avais dit j'en veux que 3. Alors que j'en avais 8. Donc c'était quand même un grand ça gap. faisait beaucoup de clients. Et en fait, je me suis aperçue... ça faisait beaucoup, effectivement. Et donc là, je me suis aperçue que ça n'allait... Enfin, plus en fait j'y pensais, plus je me disais en fait c'est pas aligné avec ce que je veux. Moi, je veux faire grandir mon activité et la solution c'est pas de décroître mon activité, c'est plutôt de voir comment je peux mieux la structurer pour aller encore chercher un peu plus. Et c'est là où moi je suis rentrée dans le squad en me disant bon bah là je suis complètement paumée. J'étais même arrivée à 10 clients quand je suis arrivée dans le squad. J'ai 10 clients, je n'en peux plus, je travaille tous les jours. C'est une énorme galère, il faut que vous m'aidiez à tout restructurer. Donc je suis arrivée, autant il y en a qui arrivent parce qu'ils n'ont pas encore de clients et moi j'arrivais parce que il fallait que je structure et j'avais pas le choix pour avancer. Exactement. J'avais pas le choix pour avancer que de restructurer, de faire des choix et de prendre des décisions parce que je pense que c'est ce que je n'arrivais pas à faire en fait. Oui, je me rappelle quand tu nous as rejoint l'un des premiers calls aussi avec Sam, il t'avait dit non mais là il va falloir Alice que tu prennes des décisions. C'est difficile mais là t'as pas le choix. T'as une activité qui marche bien, t'as un gros potentiel mais effectivement là il va falloir trancher, on va t'aider à le faire. Ouais, donc toi c'est effectivement t'étais dans une problématique avant de nous rejoindre qui est pas celle que de tous les membres. Effectivement, certains n'ont pas encore leur premier client. Toi, tu avais déjà trop de clients, effectivement. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu étais sur un modèle de facturation plutôt à l'heure, du coup, avec ces clients? C'est 10, ouais, tu nous as dit 10 clients, l'heure ou au forfait, hein? Ouais, j'étais au forfait avec tout le monde. En fait, il y avait plusieurs segments, du coup, parce que quand même, j'ai affiné un peu mon positionnement. Autant la première année, j'avais écrit beaucoup de choses. Autant j'avais quand même des critères. Et je me suis très vite aperçue que vraiment ma valeur ajoutée chez les clients, c'était le contenu. Peu importe sa forme au début. Donc en fait, je travaillais qu'avec des clients qui avaient soit une communauté sur YouTube, en podcast, sur les réseaux sociaux. Et donc moi, je les accompagnais dans leur stratégie business, puis dans leur stratégie marketing qui découlait sur de la stratégie contenu. Et donc j'avais la plupart de mes clients étaient comme ça. Et j'avais quelques clients où je faisais du media management. Donc le media management, c'est pas, moi j'appelle ça comme ça, mais je suis pas sûre que tout le monde appelle ça comme ça, mais en gros, c'est la gestion de chaînes YouTube ou de podcasts. Et donc, en gros, on n'est pas OBM d'un entrepreneur, mais on est OBM, entre guillemets, d'un média. Donc, on va tout gérer
on va gérer l'équipe, on va gérer toute la production, donc de l'idée entre guillemets du podcast, de la DA du podcast, jusqu'à sa livraison. Et donc ça, j'ai commencé à adorer cette partie-là. Et donc du coup, j'avais des clients OBM dans mon portefeuille et des clients Media Management. Ce qui me permettait d'avancer plutôt bien parce que, pareil, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas vraiment le même style de mission. Et donc, j'arrivais à accumuler tout. Et quand je suis arrivée dans OBM Squad, j'avais du mal à choisir. Je savais que c'était ça ma spécialité, mais j'avais jamais pris le temps de retravailler mes offres. En fait, j'avais fait vraiment au fil de l'eau, en fait, en fonction des clients, de leurs besoins. Et j'avais jamais fait un peu ce pas en arrière de se dire, OK, bah, aujourd'hui, j'ai ces clients. Concrètement, quelles sont les similarités qu'on peut regarder chez tous les clients et comment après je peux productiser une offre pour pouvoir croître davantage. Et qu'est-ce qui t'a attiré quand tu nous as découvert? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le programme OBM Squad plus que peut-être autre chose qui était proposée sur le marché? Qu'est-ce qui t'a dit c'est avec eux j'ai envie de travailler? Alors déjà moi je vous suivais depuis très 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 longtemps, depuis le tout début en fait. Je sais pas si vous vous souvenez dans Retour OBM, je faisais des lives gratuits au tout début à l'ancienne, genre décembre 2022. Et bah j'étais à tous les lives et j'adorais. Ouais, j'adorais. Je trouvais ça hyper intéressant. Alors à l'époque j'avais pas de clients à ce moment-là, ouais. Mais je trouvais ça hyper intéressant, hyper inspirant, etc. Et je voulais trop venir, mais j'avais pas le budget, j'avais pas d'argent, je venais d'arriver en Albanie. Enfin bref, c'était, je pouvais pas me le permettre. Et mais je vous avais gardé dans ma tête. Et donc quand j'ai avancé toute seule, je savais que si un jour je me faisais accompagner, c'était forcément par vous. Et donc j'ai avancé toute seule dans mon coin. Je pense que j'aurais pu éviter des erreurs, j'aurais pu aller beaucoup plus vite en fait. J'ai perdu un peu de temps, mais bon, tant pis, maintenant c'est fait. Mais voilà, pendant 1 an, j'ai fait mon chemin toute seule, donc en plus je partageais avec personne, parce qu'autant je discutais beaucoup avec mes clients, mais qui n'avaient pas le même business model que moi. Et c'est vrai que le business model de service, où bah on a des clients, on rend des comptes, et la délégation par exemple dans ce cadre-là, c'est différent. Le business model est différent, donc c'est pas la même logique quand on a des clients qui sont coachs, etc. Des fois, on peut pas vraiment comparer. C'est-à-dire qu'on me donnait des conseils, mais en fait, c'était pas forcément applicable à mon business à moi. Et du coup, je me sentais hyper seule. J'avais l'impression qu'il y avait que moi qui avait ces problèmes. Enfin, bon, bref, ça n'allait pas. Et en fait, après, je me suis dit, mais je vais intégrer ce programme. Et au moins, déjà, je savais pas exactement quel contenu j'allais retrouver dedans, mais je me disais, je vais partager avec des gens qui font le même métier que moi. Donc, on va parler le même langage. Et quel soulagement à la première room, quand j'ai vu que tout le monde avait la même problématique que moi, qu'on parlait exactement de la même chose, qu'on vivait exactement la même chose tous les jours, toutes les semaines, etc. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que, enfin, même tu vois, quand je suis arrivée, par exemple, tout de suite, on m'a dit, bah, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Je me souviens encore de Sam qui me le dit. J'ai pas mis au début les actions en place parce que je pense que j'avais pas encore le courage de le faire, de quitter certains clients. Dans le jus encore, mais par contre, ça m'a carrément. J'étais sous l'eau, etc. Il fallait que je digère un peu le truc. Mais par contre, ça m'a tout de suite apporté de la clarté. Genre, je savais exactement où aller et comment faire pour scaler. Maintenant, il y avait plus qu'à prendre mon courage à deux mains et de faire les bons choix. Mais en soi, je savais quelle était la destination. Alors qu'avant, je disais toujours à mes clients, je suis dans un TGV, je fonce, alors j'avance, c'est super, mais je ne connais pas du tout la destination, je ne sais pas où je vais. Ouais. Tu sais pas où tu t'arrêtes. Exactement. Je ne savais pas si j'allais d'un coup être éjectée du train ou si j'allais foncer dans un mur, tu vois. C'était la panique à bord. Donc je savais que j'étais en mouvement, donc j'avançais, mais en fait je voyais pas comment ça allait s'arranger. Et donc ça, effectivement, ça m'a apporté beaucoup de clarté parce que j'ai su comment faire et après au fur et à mesure mettre les actions en place. Ok. Donc ouais, bah effectivement tu soulignes l'aspect communautaire. Nous, bah c'est vrai on le met beaucoup en avant parce qu'on sait en fait que on l'a vécu nous-mêmes d'être un petit peu tu sais dans un business model où tu échanges avec des gens mais en fait ils comprennent pas réellement la situation dans laquelle t'es. Enfin moi en tout cas je l'ai connu quand je me suis lancée au tout début. Personne connaissait OBM, c'était tout nouveau sur le marché français. Les gens me disaient c'est quoi ce truc et du coup en fait ils comprenaient pas du tout ce que je faisais. Bon, j'ai eu la chance du coup que ça m'a aidé à développer l'activité. Lui il comprenait un peu mes problématiques,
Mais et en fait, au début, c'est hyper frustrant en fait, parce que j'échangeais avec certains entrepreneurs, mais qui développaient pas du tout la même activité. Moi, m'étais lancée en plus dans les produits Notion, donc ça marchait bien pour vendre des produits, mais pour vendre des services, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et j'étais dans cette situation où je me dis mais en fait les gens me donnent des conseils, c'est des bons conseils, mais c'est pas applicable à ce métier d'online business manager, et c'est frustrant. Tu te dis mais j'arrive pas là. Enfin, et moi j'étais dans la même frustration que toi. C'est je veux développer mon chiffre d'affaires, mais ce palier là de ce plafond de verre que t'arrives pas à débloquer sans te dire que je vais travailler encore plus alors que tu travailles déjà beaucoup, c'est terrible, c'est terrible. Donc ouais, toi t'as bénéficié de la communauté, tout de suite ça t'a soulagé, du plan d'action clair, et derrière du coup c'est quoi les premières actions que t'as enclenchées? T'as retravaillé quand tu as pu te mettre en mouvement, t'as retravaillé du coup tes offres, tu les as proposées à tes clients existants, t'as fait ce choix de qui je garde, avec qui j'arrête? Ouais. Alors, ça a été très, très dur, hein. En room, ils peuvent témoigner parce que je n'arrivais pas, en fait, à choisir. Parce que, en fait, le désavantage que j'avais, entre guillemets, c'est que je m'entendais bien avec tout le monde. Par contre, je savais que d'un point de vue business, et c'est là tout mon souci de décrocher un peu ces émotions et de penser business et pas juste relation avec les personnes, c'est que je m'entendais bien avec tout le monde, je voulais pas faire de peine, je voulais que ça se passe bien, et ça m'embêtait de quitter aussi certains projets que j'aimais bien au fond, mais en fait ça pouvait pas nourrir mon business et ça n'allait pas dans le bon sens. Donc il a fallu faire des choix. Et les choix, ça a été qui aujourd'hui me prend énormément de bande passante, et concrètement c'est quoi mes projets, est-ce que ça correspond en fait, qui matche le mieux avec mes projets. Donc moi en fait quand je suis arrivée au BM Squad, la première action que j'ai fait, c'est que j'ai remis à plat toutes mes offres entre guillemets, parce que j'avais pas vraiment d'offres. Moi je faisais au feeling et en fonction du client, donc c'était une catastrophe. Donc du coup j'ai tout repris à zéro, donc en fait j'ai refait le parcours comme si presque je n'avais pas de clients. Donc qu'est-ce que c'est ma vision, qu'est-ce que c'est mes offres, qu'est-ce que je propose, à qui je le propose, etc. Et une fois que j'ai mis tout ça en place, et ben moi j'ai vu avec mes clients, donc avec certains clients finalement, même si c'était pas formalisé, ça se passait déjà comme ça. Donc là il n'y a pas eu de changement, et donc je les ai gardés tels quels. Et après sur les autres, soit j'ai ajusté les contrats, donc j'ai réduit le scope parfois, parce que du coup moi ma spécialisation maintenant que j'ai assumé, c'est le marketing et le contenu. Donc toutes les missions qui étaient en dehors de ce scope, je les ai enlevées. Donc soit j'arrêtais de travailler avec la personne, soit en fait on cutait l'autre partie. Donc la plupart on a cuté l'autre partie. Et j'ai un peu plus formalisé mes offres de media management, parce que du coup j'avais 2 types d'offres à proposer. Et j'ai avancé comme ça. J'ai arrêté avec 2 clients. J'ai perdu 2 autres clients. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément voulu cet été, faute de budget. Mais bon, ça m'a donné un peu d'espace, parce que du coup, je suis retombée à 6 clients de mémoire. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup, j'ai eu beaucoup plus de temps. Et c'est là où j'ai commencé là maintenant à productiser mes offres et à partir sur un projet qui est encore plus gros. Et ça m'a permis de souffler pour développer ça, parce que sinon, j'aurais jamais pu. Ok. En termes de gap aussi, peut-être de chiffre d'affaires, je sais pas si tu es à l'aise forcément à partager des chiffres d'affaires, mais peut-être un ordre d'idée. T'en étais où quand tu étais justement avec ces 10 clients, avec des offres un peu déstructurées, où tu t'adaptais forcément à leurs besoins? Ça a été quoi le gap de chiffre d'affaires à ce moment-là, ou le crush aussi, puisque tu t'es séparé de certains clients? Comment ça a évolué un petit peu ton chiffre d'affaires sur l'année? Alors début 2024, je faisais des beaux chiffres d'affaires, j'étais à 10 000 euros par mois. Donc ça c'était pas mal, mais c'était pas optimisé dans le sens où je pouvais plus, je pouvais pas faire plus. Et donc là c'était le max du max. Je pouvais pas prendre de mission supplémentaire. Donc j'étais frustrée, parce que l'objectif c'était pas d'atteindre les 10K, c'était d'aller encore plus loin. Et donc du coup, au tout début, et ça a été un peu contre-productif, mais au tout début d'OBM Squad, quand j'ai fait mes décisions, j'ai perdu du chiffre. Mais j'avais pas le choix en fait, parce qu'il fallait que je fasse pas en arrière pour pouvoir mieux avancer.
Donc j'ai fait le choix. En plus, j'ai perdu de la rentabilité parce que j'ai fait le choix de me séparer de certains clients. Donc je suis retombée à 7K à peu près. Et j'ai embauché une assistante pour que je puisse déléguer, pour repartir pareil. Donc en fait, mon bénéfice a diminué. Ça a été très dur. La tentation a été très très forte de pas se séparer de certains clients ou de tout de suite retrouver d'autres clients, etc. Parce qu'on a quand même l'impression de perdre sur le court terme. Et là, c'est tout un travail mindset à faire. Hein. Enfin, c'est dans la tête. Et puis, et là maintenant, je suis retournée à 9K. Ce mois-ci, j'ai facturé 9K. Donc plutôt bien. J'ai pas encore réatteint les 10K, mais par contre, j'ai plus du tout 10 clients, j'en ai 6. Donc en fait, en termes de rentabilité, d'espace mental, etc., ça n'a rien à voir. Oui, tu as fait un investissement. Effectivement, c'est difficile quand tu as un certain palier de chiffre d'affaires de te dire que c'est un investissement et c'est pas une perte. Tu le vis un peu comme une perte. En plus, quand on redescend de chiffre d'affaires, ça fait bizarre. T'as l'impression que tu te dis, est-ce que je vais réussir, du coup, sans avoir plus de clients, à repasser ce gap? Mais t'es sur la bonne voie de toute façon. Donc, c'est intéressant parce que c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu t'es entouré? Donc oui, tu t'es entouré d'une assistante virtuelle pour t'épauler sur tes missions. Est-ce que tu peux nous raconter aussi, justement, c'était quoi ton quotidien avec ces 10 clients, comment est-ce que tu organisais tes journées? Tu nous l'as un petit peu dit, mais du coup, tu n'avais plus beaucoup de temps pour presque ta vie à toi. Tu travaillais beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire peut-être aussi combien d'heures par semaine environ tu travaillais avant? Et c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Alors, ça va faire peur à certains parce que je travaillais beaucoup, honnêtement. Début d'année, je travaillais 7 jours sur 7 et je travaillais Alors moi, je suis pas très très matinale, mais je travaillais de 9h, 10h du matin à 22, 23 tous les jours. Donc ça a été très compliqué parce que c'est pas un rythme qu'on peut tenir sur la durée. Par contre, je fais partie de la team qui pense que au début d'une activité, il faut s'investir et il faut pas avoir peur de le faire parce que ça, même si je pense qu'on peut y arriver si on travaille sur des horaires classiques entre guillemets, mais je pense que si on a la capacité de travailler un peu plus, on va beaucoup plus vite. Et si moi j'ai atteint en fait ce niveau entre guillemets en 1 an seulement, alors que je connaissais personne et que j'avais pas plus de compétences qu'une autre, c'est parce que j'ai investi mon temps et que je me suis donné à 1000%. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Par contre, je savais très bien que ça n'allait pas tenir sur la durée. Maintenant, je travaille quand même moins. Je travaille quand même 6 jours sur 7, mais en vrai, je pourrais travailler que 5. Si je voulais, mais c'est juste que en fait le 6e jour je fais des choses pour moi, pour mon business ou de la veille, etc. Donc je le compte qu'à moitié, on va dire, ce 6e jour. Je travaille de 9h à 20h. C'est beaucoup quand même, mais en soi c'est mon rythme à moi. J'ai toujours beaucoup travaillé, etc. Donc je sais que quand je dis c'est des horaires classiques, beaucoup de monde rigole. Ouais, j'ai toujours été, même en tant que salarié. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'étais frustrée en tant que salarié, parce que je donnais beaucoup et en fait j'avais l'impression de pas être rémunérée à ma juste valeur. Alors que là, dans l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est si tu travailles beaucoup, tu as beaucoup. En règle générale, si tu travailles bien, il n'y a pas de raison. Et donc ça, c'est hyper gratifiant. Et puis du coup, mon équipe, alors j'ai même 3 personnes maintenant avec moi. Donc j'ai une assistante, une CM et un monteur, parce que du coup j'ai beaucoup de clients qui créent du contenu sur YouTube. Et donc ça, c'est hyper chouette. Donc là, il y a toute la dimension aussi management de cette équipe, le suivi, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'adore, je suis hyper contente d'avoir fait ce choix de déléguer. Ça apporte une nouvelle dynamique et on sent que du coup, on peut aller encore plus loin, on déploie les choses plus vite, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et du coup, là, voilà, pour la petite histoire, du coup, tu nous as aussi rejoint dans OBM Elite, qui est notre mastermind, donc pour encore passer un cap. Mais là, du coup, comment t'en es où au niveau de tes offres? Peut-être que tu peux nous repréciser aussi, même si je pense qu'on l'a compris, mais que tu le clarifies, quel type de client exactement donc tu as choisi d'accompagner? Comment tu as restructuré là tes offres? Comment est-ce que tu les accompagnes justement ces clients? Tu les aides à faire quoi? Alors, du coup, moi, ma cible, ça va être tous les entrepreneurs de business en ligne qui font du contenu et qui ont en fait leur principal canal d'acquisition, c'est leur contenu organique, peu importe lequel. Donc ça, c'est ma cible OBM.
Donc là, je vais les accompagner sur toute leur stratégie business, marketing pour vendre plus et contenu. Donc ça, c'est mon activité OBM. Et j'ai une activité donc Media Management qui est en train de se transformer grâce à Elite, où là, je ne fais plus maintenant de la gestion de podcast, mais je me spécialise dans la gestion YouTube. Et donc là, je suis en train de m'associer avec quelqu'un. Donc là, c'est beaucoup plus gros, mais on est en train de s'associer pour créer une agence en fait de YouTube Management. C'est en cours. Ça n'avance pas aussi vite que j'aimerais, en toute honnêteté, mais bon, ça avance. Et l'objectif, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui veulent faire, alors peut-être pas leur canal numéro 1 d'acquisition YouTube, mais au moins un canal d'acquisition puissant qui est aussi bien, enfin qui va donner des leads sur le court terme, mais surtout qui va donner des leads en fait sur le long terme, parce que c'est ça la puissance de YouTube. Ok, donc double activité, mais finalement qui se rejoignent quand même, parce que ça reste autour de ton cœur de ta passion et de ton expertise qui est quand même le contenu et le marketing. Ok. Comment là t'envisages les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi là ta vision? Comment est-ce que ta vision elle a évolué entre peut-être il y a 6 mois où t'es en train de restructurer le business, t'as pris des risques, tu t'es entouré, etc. Est-ce que tu avais la même vision ou là, le fait d'y voir plus clair aussi sur la direction que tu vas prendre avec tes deux offres, avec tes deux offres, est-ce que ça a évolué? Enfin, c'est quoi en gros, t'as envie de quoi pour la suite là? C'est quoi les ambitions? Alors, l'ambition ultime, entre guillemets, donc là on est sur le long terme, c'est d'avoir une agence OBM, donc avec plusieurs clients et une petite équipe en fait à moi où en fait on travaille chez les clients et on s'occupe de leur stratégie marketing et de contenu. Et donc là, quand je dis petite agence, c'est pas par manque d'ambition ou par peur, c'est juste que je veux quand même garder une agence à taille humaine, parce que pour le coup, je travaille avec quelqu'un qui a une énorme agence et je vois ce que c'est, et c'est pas forcément vers quoi je tends. Surtout pour le métier d'OBM, qui est un métier très relationnel pour le coup, je trouve. Et moi, c'est ce que je préfère en fait, la relation avec l'entrepreneur, etc. Donc du coup, je veux garder en fait cette activité à échelle humaine, donc avec 3-4 personnes. Et dans mon équipe. Donc ça veut dire, je dirais, entre 5 et 10 clients. Ça dépend si on est efficace ou pas. Et après, une activité qui est beaucoup plus grosse. L'activité, pour le coup, YouTube Management, où là, on est 2 à la tête du coup de l'agence, donc on peut avoir des ambitions un peu plus grandes, où là, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner le maximum d'entrepreneurs à se lancer sur YouTube. Et donc là, il n'y a pas de limite, honnêtement. Franchement, là-dessus, les ambitions sont beaucoup plus grosses. Ouais, ok. Donc, ce qui te permet finalement de garder cette proximité, comme tu l'as très bien dit, avec tes clients plus OBM, parce que tu prends plaisir à les accompagner sur le long terme en plus. Tu prends plaisir à les voir évoluer. Mais du coup, effectivement, tu développes une autre sphère, une autre partie pour aller assouvir un petit peu ta soif de chiffre d'affaires et ta soif de développement d'entreprise, ou sur une activité où tu vas peut-être avoir un service beaucoup plus productisé, que tu vas pouvoir déléguer une grande partie et où tu vas pouvoir prendre effectivement plus de clients. Donc là, ça va te permettre de te développer. Super intéressant. En fait, le media management, c'est beaucoup plus facile à productiser, comme tu l'as dit. Genre, c'est tout le temps la même démarche, même si c'est pas les mêmes objectifs business ou les mêmes objectifs de contenu. C'est tout le temps en fait la même organisation, et donc c'est beaucoup plus facile à déléguer. Et donc en fait, on peut grandir beaucoup plus vite. Et il y a besoin de cette relation avec l'entrepreneur, mais beaucoup moins. Donc du coup, l'ambition peut être, c'est beaucoup plus facile de scaler en fait ce type d'agence-là qu'une agence pure d'OBM, où là effectivement il y a quand même un lien qui est important, et donc du coup on peut pas le démultiplier à moins d'avoir plusieurs OBM dans l'agence. Ok, super intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a envie de se lancer là, on va dire qui est au tout début de son aventure, donc toi il y a un peu plus de 2 ans, qui a envie de se lancer, qui s'intéresse là au métier d'online business manager, qui se dit waouh, c'est moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Par contre, j'ai un peu peur, je sais pas trop par où commencer, etc. Tu lui conseillerais quoi? Avec maintenant l'expérience que tu as, les 2 ans que tu viens de vivre, tu lui conseillerais quoi?
Son premier focus doit être de chercher son premier client. Seulement, il faut que, en fait, moi, ça a été ça mon déclic, parce que moi aussi, je me suis perdue dans faire le site internet, faire mes réseaux, les petits posts, etc., machin. Mais en fait, ça, on est sur de la procrastination active et ça ne sert à rien. C'est pas ça, en fait, qui fera avancer. Le seul objectif, ça doit être de trouver le premier client. Et une fois qu'on l'a trouvé, on est lancé et on pourra s'améliorer. Donc, en fait, de manière générale, c'est de passer à l'action et de ne pas avoir peur. Et de toute façon, la personne va apprendre en fait en faisant. C'est un métier qu'on peut pas vraiment apprendre. Il n'y a pas de théorie. Il y a rien à savoir. Il y a rien à apprendre. Il y a pas. Enfin, il existe tellement d'outils aujourd'hui que tu ne pourras jamais tout maîtriser. Il existe tellement de façons de faire que tu ne pourras jamais tout savoir. Donc, moi, je mettrais tout ça de côté. Et l'objectif, c'est juste de passer à l'action, de trouver ce premier client et de tout donner pour lui et d'apprendre sur le tas en même temps. Et finalement, les clients, moi, la plupart de mes clients ne travaillent pas pour moi parce que je maîtrise cet outil à la perfection ou je sais ça, enfin, ou que j'ai fait de la veille à un moment donné et que je connais cette info. Pas du tout. La plupart, ils travaillent parce que ils savent que je me donne à 100% pour eux, parce que je suis investie, parce que je suis disponible, parce que maintenant, on a établi un lien de confiance. Et du coup, c'est ça qui est le plus important. Et ça, on peut pas l'apprendre si on ne passe pas à l'action. Donc, je dirais que c'est ça. Le principal conseil, c'est ça. Et de ne pas avoir peur. Alors, c'est facile à dire, hein, mais de pas avoir peur de pas savoir. Parce que c'est vrai que le métier d'OBM, on a l'impression qu'il faut tout savoir et que tout va reposer sur nous, etc. et qu'on doit avoir les réponses à tout. Et en fait, dans la réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand on n'a pas la réponse, on peut toujours chercher quelque part ou demander à quelqu'un. Donc, si on met la peur de côté, on passe à l'action et normalement après tout va découler. Vraiment. C'est bateau comme conseil, non? J'aurais pas dit mieux. Non, franchement, j'aurais pas dit mieux, mais forcément, on est convaincus. C'est ce qu'on pousse aussi, c'est ce qu'on pousse. Enfin, c'est notre discours au quotidien. C'est avant un premier client, en fait, personne n'est OBM. Et nous, on est très partisans aussi d'apprendre, en fait, sur le terrain. Et tout à l'heure, je fais le pont parce que tu disais que tu travaillais énormément les premiers mois, les premières années de développement de ton activité. Mais c'est aussi dû à ça. C'est que t'as décidé d'apprendre sur le terrain et je pense que tout ce que t'as appris en l'espace d'un an avec les clients avec qui t'as pu travailler, tu n'aurais pas pu l'apprendre dans un contenu de formation ou en essayant de consommer toutes les vidéos YouTube qui existent ou autres. Enfin, c'est impossible. Et ce qui t'a permis d'évoluer aussi vite, c'est que tout de suite, tu t'es confronté avec le terrain, t'as signé ton premier client, t'as signé le deuxième, le troisième, etc. Tu t'es retrouvé face à des problématiques différentes. T'as été confronté à des problèmes, mais t'as été chercher l'information. Donc, c'est aussi ça, en fait, quand on dit qu'on travaille beaucoup au début, c'est qu'il faut accepter que c'est ce qui nous fait monter en compétence, parce que quand on est confronté à une problématique chez nos clients et qu'on ne sait pas y répondre, effectivement, le client, à la limite, il s'en fiche parce qu'il attend juste de nous qu'on trouve la solution. Donc oui, ça demande peut-être des fois un peu de temps, parce que quand on est confronté à cette problématique, il faut aller chercher l'information, donc il faut chercher sur Google, sur YouTube, il faut peut-être se former du coup un petit peu à un outil. Mais comme on le répète souvent avec Samir, vaut mieux se former juste à temps. Donc j'ai le problème, il faut que je le résolve, donc je vais me former, entre guillemets, je vais aller chercher la solution, plutôt que au cas où. Parce qu'en fait, cette situation, et moi je l'ai vécue, je suis beaucoup formée au début, j'ai suivi des formations, des machins, des trucs, j'ai passé des certifications. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression d'être en action. Et en fait, j'étais derrière mon écran, quoi. J'étais derrière mon écran passivement à consommer de l'information. Et cette information-là que j'ai consommée passivement, elle m'a pas servi. Ce qui m'a servi, c'est quand je me suis retrouvée face à de vrais clients avec de vraies problématiques, je me suis dit, ah oui, en fait, il y a la théorie et il y a la réalité du terrain. Donc ouais, non, 100%. Et en plus, c'est vrai dans tous les domaines. Pour ce conseil, on est aligné là-dessus. C'est vrai dans tous les domaines, tu vois. Quand tu as à gérer une équipe, tu peux étudier autant d'années que tu veux le management. En fait, le jour où tu devras donner ton premier feedback, où tu devras recadrer quelqu'un, ça ne se passera pas du tout comme ce que tu as pu voir dans les livres ou dans les conseils. Et c'est la même chose sur un outil. Tu peux regarder tous les tutos que tu veux. Le jour où tu es tout seul devant l'outil, ça n'a rien à voir en fait. Et donc souvent c'est en expérimentant et regarder le tuto en même temps que faire directement l'action, ça a beaucoup plus d'impact et ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, on a la chance de trouver des réponses à tout.
il y a aucune mission vraiment qu'on n'est pas capable de faire. Le but, c'est juste d'être un peu curieux, de regarder ce qui se fait, etc. et de pouvoir juste trouver la solution. C'est ça notre métier, en fait, de trouver des solutions. Exactement. Trouver des solutions et du coup, effectivement, la plus grande compétence qu'on peut développer, c'est la curiosité. Aller chercher. Est-ce que vous êtes à même d'aller chercher des solutions, enfin des réponses à des problématiques sur Internet? Parce qu'aujourd'hui, tout est disponible sur Internet. Carrément. Top. 100% Écoute, d'accord. Alice, est-ce que t'as un mot peut-être pour la fin et où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de faire appel à tes services? Je pense qu'il y a des entrepreneurs là qui ont envie de développer leur chaîne YouTube ou qui ont envie de faire appel à tes services plus sur de l'online business management. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Alors, c'est marrant parce que moi, je promouvois le contenu à fond, mais moi, je ne crée pas de contenu. Hein. Je suis la pire élève. Mais vous pouvez quand même me retrouver sur LinkedIn, donc Alice Zenelli. Vous allez me retrouver directement. Et le dernier mot de la fin, eh bien, je dirais, si vous pouvez, enfin, si vous avez un objectif, il est forcément réalisable. Il suffit juste, en fait, de trouver le chemin. Alors, juste entre guillemets, mais il suffit juste de trouver le chemin pour y arriver. Et n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner. Moi, je sais que du coup, j'ai tardé. Alors, ça n'a pas freiné ma croissance parce que j'ai pu en fait développer mon activité sans accompagnement. Mais par contre, je me suis retrouvée bloquée à un moment donné. Donc, même en fait, quand notre activité fonctionne, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner. Mais en fait, tôt ou tard, ça nous rattrape. Et en fait, ça fait vraiment du bien d'être soutenu et d'avoir aussi quelqu'un qui ose nous dire ouais mais là en fait c'est bien ce que tu fais mais tu vas pas dans la bonne direction et en faisant ça tout peut changer et c'est la vérité. Donc du coup peu importe la situation, que vous soyez bloqué à vous ne trouvez pas de clients ou vous avez trop de clients ou vous avez du mal à structurer quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a une réponse et qui peut vous aider. Et dans le squat, on commence à être beaucoup. Et donc, du coup, forcément, il y a toujours quelqu'un qui a une solution qui est passée par là et qui peut vous dépanner et vous partager son expérience. Et ça, enfin moi, ça fait 6 mois que j'y suis, peut-être un peu moins, mais j'ai jamais autant avancé. Enfin, c'est incroyable, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, faites-vous accompagner, n'hésitez pas, peu importe votre niveau en fait. Oui, bah oui, ça c'est que ce soit en démarrage ou pour continuer à développer. Effectivement, il y a toujours un moment où on se confronte. De toute façon, le développement du business, c'est des paliers, et donc à chaque palier. Voilà, on peut débloquer des niveaux, mais à chaque niveau, il va y avoir une nouvelle problématique et on n'a pas forcément toutes les clés pour enclencher le prochain niveau, en tout cas pour arriver au bout. Top. Bah, merci beaucoup Alice d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode qui va, je pense, beaucoup inspirer les personnes qui vont le regarder. Et puis, moi, je te dis à très vite du côté de la communauté. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Merci à tous. Ciao.